Carlos. Salut. Écoute, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Stacast en direct de la vallée, donc. Oui, exactement, en direct de San Francisco. Il fait pas beau Ouais. aujourd'hui, donc je suis Il fait désolé, pas beau. mais bon, comme c'est un podcast, on s'en fiche. Ouais. C'est en direct des bureaux de The Refiners, là? Non, je suis chez moi, Ah. donc c'est en direct de Eh chez ben, moi. écoute, ok. Il doit être 11h du mat, si j'ai bien C'est calculé. ça, exactement, il est 11h du matin. Ok. Bon, ici, il est 20h. Et je prie pour que ma fille hurle pas avant d'aller se coucher et me flingue l'interview, mais tout va bien aller. Ok, d'accord. L'idée sur cet épisode, c'est que tu vides ton stack. Donc, en gros, c'est les outils, les apps, les bouquins que tu lis, les newsletters auxquels tu es plugué, ce que tu veux, tu le partages. Je vais te guider dans cette interview. Et même si tu utilises que des choses très classiques, c'est intéressant aussi. Ça donne aussi pas mal d'informations. Stackast, ça aurait pu s'appeler le code. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de donner des codes à ceux qui ne les ont pas. Et le bon moyen pour ça, c'est de demander aux gens ce qu'ils font, ce qu'ils utilisent, ce qu'ils consomment au quotidien en termes d'informations, en termes d'outils, de méthodologie. Donc, du coup, moi, ton parcours, ton histoire, elle m'intéresse, surtout sur la fin de ton parcours. Tu es à SF, tu t'occupes de propulser des entrepreneurs français là-bas, en tout cas sur le marché US. Et donc, du coup, s'il y a bien un type qui peut nous vider son stack, qui peut intéresser qui peut nous donner les codes pour aller entreprendre là-bas, c'est bien toi. Ouais. Donc, en fait, tout commence à Limoges. Ça à chaque fois, je me dis, c'est bien Voilà, cool si on cette fait une histoire. rétrospective, ça va être un peu long parce que moi, je commence à être un gorille cendré, quoi. Tu vois, j'ai le dos qui devient gris, quoi. Donc, moi, j'ai commencé en 96. Effectivement, à Limoges, de façon un peu improbable, je n'étais pas du tout programmé pour devenir entrepreneur et encore moins dans la tech. J'ai fait des études de littérature et je m'apprêtais à devenir prof et j'ai créé une start-up, on n'appelait même pas ça d'ailleurs une start-up, avec mon frère à l'époque, en 96, qui est devenue une agence digitale qui aujourd'hui s'appelle Imakina et qui est cotée sur Euronext et que j'ai quitté une fois entré en bourse pour créer ensuite un éditeur de logiciels qui était le premier éditeur de logiciels en SaaS à l'époque en 2006 en France, qui s'appelle Blue Kiwi Software et qui faisait des réseaux sociaux. Voilà, Blue Kiwi qui faisait des réseaux sociaux d'entreprise. En fait, vous connaissez certainement Slack ou d'autres trucs comme ça. On faisait ça en 2006 et voilà. Timing is everything. Et là, on était un petit peu early. En tout cas, l'aventure a été exceptionnelle. On a levé pas mal d'argent en France. Autant la première startup, j'avais jamais levé d'argent. Et avec Blue Kiwi, on a levé de l'argent. Je te parle d'une époque qui est bien avant la French Tech. Avant la crise. Et c'était en 2006. Et en fait, en 2010, j'ai compris que ça se passait pas en France, que mon sujet, en fait, c'est un peu comme si j'avais ouvert un sex shop au Pakistan, quoi. Et donc, j'ai décidé d'exporter le projet Blue Kiwi en mode cross-border. Et on n'a pas fermé en Europe ce qu'on faisait pour revenir aux US, mais on a ouvert un bureau aux US. On a essayé de plusieurs façons. D'abord en envoyant quelqu'un d'autre que moi et ça n'a pas fonctionné. Ensuite, en recrutant des Américains, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai déménagé à San Francisco en 2010 avec femme-enfant pour m'installer. Et donc, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans maintenant, pardon, que je suis à San Francisco. Et Blue Kiwi, écoute, 2 ans après, j'avais des investisseurs européens et notamment français à qui ça faisait très peur l'aventure américaine parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Et ça aussi, c'est pas les mêmes investisseurs en France et aux US. Et donc, finalement, on a décidé de vendre la boîte qu'on a vendue en 2012 à Atos. T'as revendu ça à Atos. Ouais. Qui était une jolie vente, mais qui n'est pas non plus une vente à la hauteur de
j'en sais rien moi, Mhm. Yammer par exemple qui s'est vendu à Microsoft 1 milliard, qui était un de nos concurrents quoi à l'époque, donc j'ai pas vendu 1 milliard, tu vois, loin de là. Et ensuite, j'avais Ouais, pas vraiment envie de rentrer en France tout de suite en 2012. Ça faisait 2 ans que j'étais dans la vallée. J'avais pas encore compris les codes de la vallée et j'ai décidé de ouais, créer une start-up. C'est la seule chose que je sais faire ici à San Francisco, une start-up américaine avec des investisseurs ouais, américains, des collaborateurs américains qui étaient dans le domaine du mobile et on faisait une application qui s'appelait Quarter et qui permettait d'interagir avec le broadcast, avec la télévision et notamment pendant les matchs ouais, de sport américain. En fait, d'accord. c'était un jeu quoi pour faire de la Mm. prédiction pendant des matchs de basket, de football américain, etc. Et long story short, Mhm. bah je me suis planté. Et Ouais, je me suis planté essentiellement parce que, pour plein de raisons, mais une des raisons, je pense, c'est que j'ai essayé d'être une meilleure version de moi-même en venant aux États-Unis en me disant bon bah ouais. ça y est, maintenant t'es dans c'est les Jeux Olympiques, c'est la Champions League, donc ce que tu faisais en Europe, il faut que tu le fasses mieux. Et Ouais. ça c'est un truc que j'ai appris à mes dépens et que je vois aussi sur certaines startups que j'accompagne. Quand tu as la Mhm. mauvaise stratégie et que tu exécutes mieux, il se passe un truc assez intéressant, c'est que en fait tu meurs plus vite. Voilà quoi en Eh fait. oui, bah oui, c'est ça. Ouais, tu vas plus vite Voilà, vers le mur, ouais. voilà, tu vas plus vite vers le mur. Donc c'est ce qui m'est arrivé et en fait j'ai D'accord. compris à travers cette expérience qui a duré 3-4 ans, de Mhm. 2012 à 2015, que il fallait pas essayer d'être meilleur que ce qu'on était, mais être différent, de faire voilà, et que Ouais. j'étais dans un environnement qui était différent, dans une culture qui était différente, donc il fallait que je fasse un reboot. Bon, alors j'avais pas vraiment d'idée de nouvelle start-up, mais en même Mhm. temps, fort de cette expérience-là, de mon expérience, je suis parti de la première génération de Frenchies qui sont arrivés dans la vallée, pas pour ouvrir une boulangerie ou pour bosser pour Ouais. Facebook ou Google, mais vraiment pour monter sa propre start-up. Je me suis dit, c'est pas con de créer un fonds d'investissement. Alors c'est compliqué hein, de monter un fonds parce qu'il y en a Mhm. beaucoup dans la vallée. Donc Ouais. j'ai créé un bêta fund, quoi, tu vois, avec comme un peu comme les startups. En Mhm. fait, les fonds se créent un peu comme les startups. Au départ, tu fais un premier fonds avec Family and Friends, et c'est ce qu'on a fait. Un lean Avec fond. Un voilà, lean c'est fond. ça. Voilà, tu bootstrap, puis tu crées Mhm. un micro-fonds, quoi, en fait, avec Mhm. ton réseau propre. Et ce qu'on a fait avec deux autres partenaires qui est Géraldine Nemer et Pierre Gobin. Et on a créé un petit Ouais. fonds de 7 millions avec notre argent et ceux d'amis fortunés. Ouais. Et avec une thèse très particulière qui consiste Mhm. à n'investir que dans ce qu'on appelle des immigrant founders, c'est-à-dire que des gens qui Ouais. sont pas de la Silicon Valley et qui pourtant Mhm. ont un play global et qui ont un projet à échelle internationale Ouais. et qui ont rencontré les mêmes difficultés que nous, qui est une difficulté d'acculturation d'abord, ensuite une difficulté Ouais. à créer du réseau sur place parce qu'on connaît personne par définition sur place et qui Mhm. avaient aussi besoin un peu d'argent. Donc on essaye d'apporter ces trois choses-là, c'est-à-dire de t'acculturer, de te faire comprendre plus vite que moi ça m'a pris Ouais. Les 4-5, shortcuts qui. voilà Ouais. Mhm. exactement, D'accord. pour savoir comment la Silicon Valley fonctionne, t'as apporté le playbook et le Google Translate aussi parce que Ouais. t'as Ouais. besoin Surtout. d'un Ok. Google Translate. Et t'as apporté du Ouais. réseau. On a accès à qui on veut, quoi, en fait, dans la Silicon Valley, par soit directement ou indirectement. Et puis de donner un Ouais. peu d'argent pour bien évidemment que ça marche. Depuis 3 ans, on a investi dans 55 startups. Donc on a D'accord. un joli portefeuille et avec des pépites, enfin en tout cas j'espère, pas toutes, hein, mais Mhm. on a quelques startups super intéressantes. Voilà ce que je fais. Et là, mon Mhm. actualité, c'est qu'on a fini de déployer le premier fonds et on est en train de lever un deuxième fonds qui sera un peu Ouais. plus gros, D'accord. sur un modèle, sur la thèse restera exactement la même. On veut investir toujours dans des immigrant founders, essentiellement qui viennent d'Europe, mais pas simplement Ouais. de France. Hein. Tu sais, dans le premier fonds, on avait 17 nationalités, hein, donc ça vient un peu de partout. Euh, Ouais. Beaucoup de Français, bien évidemment, parce qu'on a notre réseau là-bas. Et Mhm. avec peut-être un modèle de fonctionnement qui va être différent que du premier, qui était un peu basé un peu sur un modèle d'accélérateur auquel je crois pas vraiment. Voilà. Voilà.
Ouais, c'est la question que je vais te poser, c'est que finalement, tu te définis, enfin, The Refiner, tu le définis comme un fonds plutôt qu'un accélérateur, c'est ça? Oui, je pense que le premier modèle de The Refiners, c'était un fonds, puisqu'on investissait un d'argent, Hmm, il comprenait du capital, mais on avait un modèle hmm. de fonctionnement du type accélérateur avec des batchs, 2 fois par an, 3 mois, et on faisait un chèque d'environ 100 000 dollars, et on Ouais, prenait contre de 5, l'equity, et puis ouais. contre 5, Hmm, 7% d'equity. Là, hmm. tu vois, le deuxième modèle va être un modèle où il y aura pas de batch, ça sera très personnalisé, on va aller sourcer des startups, on va travailler d'abord avec elles sur le sol européen, nous, sera basé en Europe. Ouais, On les amènera à San Francisco, mais de façon pas sous forme de batch, de façon complètement personnalisée. Et on va les financer sur une période beaucoup plus longue que 3 mois, parce que ce qu'on a appris aussi, c'est qu'on avait ouais, besoin de beaucoup plus que 3 mois pour réussir, et ouais. que les startups ont besoin donc de plus d'argent aussi, puisqu'on déploiera entre 200 et 500 000 dollars sur 9 à 12 mois pour Ah les oui. mettre dans une situation de lever de l'argent avec des investisseurs américains, ou des investisseurs européens éclairés, en tout cas avec qui on aime bien travailler. J'ai interviewé 2-3 fonds là, Ouais. et essayé de leur demander comment ils fonctionnaient, comment ils animaient leur communauté de startups, et, euh, et je me rends compte que un bon accélérateur, c'est un bon fonds, et un bon fonds, c'est un bon accélérateur. Et Mmh. c'est-à-dire, en gros, le job d'un fonds, pardon, c'est principalement de matchmaker un peu les entrepreneurs qui ont des choses à se dire entre eux, Mmh. matchmaker les Le réseau. partenaires, et Ouais. ouais, le réseau, c'est majeur finalement, pour avoir connu 2-3 accélérateurs et en avoir piloté un aussi. Mmh. La valeur, elle est là, parce que les curriculums de workshop, de machin, c'est vrai que Ouais. c'est Écoute, moi après avoir fait, moi mm, je débute dans ce métier-là qui a une ouais, learning curve qui est assez longue, donc avec beaucoup d'humilité. Ce que j'ai appris en tout cas au bout de 3 ans, quand au contact des entrepreneurs, j'ai vu 2000 startups en 3 ans. J'ai investi dans 55. ouais, J'ai appris que, en fait, les entrepreneurs ont besoin essentiellement de 3 choses. La mhm, première chose, bon, bien évidemment, ils ont besoin d'argent, ça c'est sûr, mhm, mais ils ont besoin de smart money, ils ont besoin plus qu'un chèque. Et ouais, ce qu'ils ont eh oui, besoin, c'est, en tout cas très très early stage, ils ont besoin d'abord d'un support émotionnel. Ça paraît con, mais ils ont besoin de gens qui ont déjà fait ça, qui ont été dans leurs shoes, qui mm, comprennent, qui a le ouais, langage entrepreneur. C'est pour ça que moi je suis mm, très bullish sur des investisseurs qui sont entrepreneurs. Parce que je mhm, pense pas que tu puisses discuter avec un entrepreneur et un start-upper si t'as pas fait. Enfin, moi, je veux bien apprendre le deltaplan, mais pas avec quelqu'un qui a jamais fait du deltaplan, quoi, parce que c'est quand même ouais, c'est ça. un sport dangereux. Ouais, Donc, ils ont besoin de support émotionnel parce qu'une start-up, c'est du rallye, quoi. Il ouais, y a plein de virages, il y a plein de bumps on the road, il y a plein de passages dangereux. Et tu as besoin mm, d'un copilote. Et puis pendant que tu conduis, mais aussi le soir au bivouac, quoi, en fait, pour échanger de l'expérience. Donc ça, c'est de l'argent, du ouais, coaching émotionnel. Et puis la troisième chose, c'est du réseau. C'est-à-dire que aujourd'hui, on demande aux startups d'aller de plus en plus vite. Donc, mm, bah moi, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'ai commencé ma première startup. J'avais 23 ans, c'était très jeune. Donc, j'ai accumulé en plus de 20 ans pas mal de contacts hein, avec pas mal de monde. Donc, je peux ah faire oui, à la fois en Europe, en France et aussi dans la Silicon Valley. Donc j'ai mm, cette capacité puis j'adore faire ça, quoi. J'adore connect the dots, comme disent les Américains, ouais, et donc, je pense que ça a aussi beaucoup de valeur. Donc, si tu sais apporter ces 3 choses-là, euh, mm, bah, c'est top. Si te manque une de ces 3 choses-là, c'est difficile de faire son métier. Il y a des gens qui font, tu vois, des mm, accélérateurs, surtout en France, qui ouais, peut-être ont une expérience d'entrepreneur, peut-être ont même du réseau, souvent très oui, localisé, alors qu'aujourd'hui les projets sont de plus en plus mondiaux. Donc c'est bien ouais, d'avoir une expérience et du network, mais il faut qu'il soit global, sinon ça sert pas à grand chose. Mais ouais. qui ont pas d'argent à investir. Donc en gros, voilà, je pense qu'il faut les trois. Ouais, faut les trois. Et moi, j'ai juste une question, tu sais, sur en France, principal Mhm, investisseur, il est pas privé, et c'est plutôt l'État, c'est plutôt BPI, tout ça, c'est vrai. mhm, Bon,
Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que quand toi, je sais pas, tu lances ta startup à Limoges, Mhm. qui est, l'idée, elle est scalable à mort. C'est quoi le parcours que tu conseillerais à quelqu'un qui a une idée hyper scalable, une team super complète? Est-ce que tu lui conseillerais de tout de suite viser, de partir assez rapidement à l'étranger? Et est-ce qu'il faut se reposer sur les différentes aides publiques qu'on a en France? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, pour illustrer ma réponse, je vais te prendre un exemple très concret. J'ai investi dans une boîte de Limoges, comme tu dis, et dont je suis Ouais, très très fier, qui s'appelle Willow aujourd'hui. d'accord. Hugo, quand je l'ai rencontré par hasard, parce que je reviens à Limoges tous les ans, et je l'ai rencontré à Mhm. Noël entre un boudin et un riz de veau, quoi. Mais j'ai rencontré un gamin, je dis un gamin parce qu'il avait, je sais pas, 25 ans à l'époque, hein, qui avait un projet absolument génial. Ils ont inventé un robot pour changer notre manière de se laver les dents. C'est pas une brosse à dents, hein, c'est D'accord. complètement un nouveau procédé qui est un truc absolument génialissime. Et il a monté ça avec son père, qui est dentiste. Donc, tu vois, il cochait Mhm. vraiment pas les cases. Le mec, il est à Limoges, il a 25 ans, il a monté une boîte avec son père. Enfin, bref, tu vas voir un VC avec ça, quoi. Tu vois, le mec, il dit, attends, il répond pas au canon habituel de Ouais. l'entrepreneur. Et sa difficulté, c'était quoi Il me dit, bon, écoute, localement, j'ai personne qui peut m'aider, tu vois, dans mon Mhm. environnement local propre, proche, Mhm. sur le sujet que je suis en train de traiter. C'est-à-dire que Ouais. j'ai beaucoup d'affection pour Limoges, mais sur ce sujet-là, c'est pas vraiment the place to be. Mhm. Deuxièmement, je suis entouré de gens qui me disent que je suis un rêveur et que c'est pas moi qui vais révolutionner le monde, alors que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je n'ai pas le framework d'ambition. Euh, Mhm. et, et on me dit qu'il faut que je revienne les pieds sur terre, etc. Et, Mhm. et voilà. Et troisièmement, j'arrive pas à lever d'argent. Euh, et quand il Mhm. m'a fait la démonstration de son truc, qui était très naissant et qui était, que j'ai trouvé très intéressant, mais qui vraiment était un peu, comment dire, rudimentaire à l'époque, Ouais. il me dit, ben voilà, on me dit que c'est un appareil, imagine une sorte de euh, protège-dents, un mouthpiece, en fait, qui est relié à un Ça s'appelle robot. comment? Ça s'appelle Willow, Willow. W-I-2-L-O. Ok. Voilà, je vous invite à D'accord. aller sur willow.com et de Ouais. regarder l'appareil qui est juste magnifique d'ailleurs. Bon, après ça, c'est le résultat de pas mal de choses dont on va parler, mais Mhm. euh, et en fait, on lui disait, mais non, mais il faut pas que tu fasses du consumer, machin, il faut que tu fasses du B2B. C'est souvent le conseil qu'on donne en France, ce qui est débile. Oui. Euh, Oui, et c'est souvent ce qu'on. voilà. Et le conseil qu'on lui avait donné, c'est de dire, bah, il faut que tu vendes ça à des hôpitaux pour laver les dents des gens qui sont dans le coma, parce que tu comprends, ces gens peuvent pas se laver les dents, et puis ça fait chier les personnels soignants de laver les dents de ces gens-là. Mais je trouvais Ouais. ça tellement débile. Je lui dis, mais c'est quoi ton marché? Et il me répond, il me dit, mais c'est tous les gens qui ont des dents. Et donc là, j'ai fait un rapide calcul. Je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de monde. Et mais en fait, Ça fait, ouais. ouais, ça fait Marché du monde. sympa. Voilà. Et en fait, ma conclusion, c'était bon. En fait, j'ai en fait un mec génial en face de moi qui a une vraie ambition, qui a un projet qui est très intéressant avec un marché colossal, mais qui est juste pas au bon endroit, qui est mal né, quoi, en fait, tu vois. Mhm. Et je lui ai dit, bah écoute, viens. Donc à ta question, quand est-ce qu'il faut venir? Je pense que c'est un peu comme avec les enfants. Ouais. Il faut déménager soit quand ils sont petits ou soit quand ils sont plus à la maison. Je Mhm. crois que le côté commence. Si ton projet est vraiment global et que tu as une ambition toi-même globale, il faut se mettre dans cette trajectoire-là le plus tôt possible parce que plus t'attends, plus c'est difficile. Une fois que tu as créé ton centre de gravité, c'est-à-dire ton Mhm. équipe, ta culture, tes partenaires, tes clients, tes investisseurs, localement, c'est très difficile ensuite de déplacer ce centre de gravité. C'est beaucoup plus facile quand Mhm. c'est super early stage, c'est ce qu'il a fait, il est venu. Long story short, là où il Mhm. avait absolument pas de traction en France, il a eu une Oui. traction immédiate aux États-Unis où les gens lui ont dit non mais attends ton truc c'est génial. Il a appris aussi beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais appris en France, Mhm. notamment par exemple on lui a dit non mais attends et lui il était très amoureux du produit du hardware
Et on lui a dit, non, mais attends, en fait, ce que tu fais, c'est la Nespresso de la brosse à dents. C'est-à-dire que l'appareil, on s'en fout. Le vrai intérêt, c'est le consommable. C'est-à-dire que chaque fois que tu te brosses les dents, il y a une capsule que tu mets dans le truc et refais ton modèle Oui. économique et ton go-to-market. Et là, il s'est rendu compte, il s'est dit, mais merde, en fait, je vends pas un appareil. Je vends un peu à la Dollar Shave Club, tu vois, une sorte de subscription Ouais. modèle. Et l'appareil, je vais le Une vendre après location tout le temps, quasiment. quoi, tu vois, exactement. Mm. Mm. Et ça Mm. change complètement la nature du deal. Et Mm. très rapidement, on a présenté le dossier à des VC français qui ont Mhm. pas sauté sur le truc, qui comprenaient pas, c'était loin, Limoges, ils voulaient pas y aller, le hardware c'est dur, machin et un. Et ensuite, on l'a présenté à des VC américains qui, eux, en 4-5 semaines, ont complètement sauté sur le truc et c'est Kleiner Perkins qui a fait le deal. Et les mecs, Kleiner Perkins, ils ont fait une deal en 4 semaines. Et tu sais ce qu'ils ont fait en 4 semaines? Bah, ils sont allés à Non. Limoges. Ils sont allés à Limoges. Les mecs de Kleiner sont allés à Limoges. Et alors qu'il y a aucun VC parisien qui a pris la peine de descendre à Limoges pour regarder le dossier. Donc c'est pas du tout la même Mais c'est ça culture. le Donc sens. En fait, faut sortir, faut pas hésiter à sortir du territoire pour bien mieux sûr. revenir finalement par la suite. Mais ça, Ouais. c'est Et ouais. oui, aujourd'hui, Willow, c'est une boîte qui, donc ils ont levé avec Kleiner Perkins, qui a beaucoup aidé, qui leur a Mm. apporté beaucoup plus que de l'argent, mais une vraie expertise. Le produit est fabriqué en Chine, et ils ont un bureau en Chine, ils connaissent tous les manufactureurs, et ils connaissent le produit a été entièrement redesigné. Ils s'apprêtent à sortir Ouais. là dans quelques semaines. Ils en sont déjà, je crois qu'ils ont levé presque 15 millions, tu vois, alors que le Ouais. produit n'est pas encore sorti. Ça, c'est un truc qui est absolument impossible en France, mais je sais pas si Ouais, ça va ouais, marcher, mais en ouais. tout cas, si c'est un marche, ça peut être une billion-dollar compagnie. Et c'est ça ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. C'est repérer des talents Ouais. très tôt, des pépites, les mettre sur une Ok. trajectoire, sur un écosystème qui est pas le leur, et Mhm. aléa Jacta Est, qu'en fait, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, c'est un bon use case de ce que vous faites. Ouais. Ça illustre pas mal. J- Quelques petites questions comme ça. Alors, c'est des questions que j'ai chopées sur le blog de Sequoia Capital, Mhm. de la newsletter, que je trouve pas mal. Mhm. Tu me diras ce que tu en penses, mais Ben, je les connais euh, bien, c'est des amis, quoi. Mais ouais, vas-y. ouais, eh ben, j'ai trouvé. Bon, quelle est la question euh, que tu utilises le plus quand tu interviews des candidats en fait à des refiners? Ouais. Moi, la première question que j'ai, c'est pourquoi tu fais ça? Ok. Ça fait longtemps que et c'est un défaut que j'avais au début, qui était de poser la question de qu'est-ce que tu fais et d'essayer de juger, Mhm. d'évaluer en fait l'idée. Moi, je sais Oui. plus maintenant, après 2000 startups, c'est quoi une idée hot et une idée qui est pas hot, quoi. Tu Mhm. vois, Mm. je juge plus de l'idée, puis ça m'intéresse plus beaucoup. Ben, ça m'intéresse, Mhm. le sujet m'intéresse bien évidemment. Il faut qu'on parle de quelque chose, mais je me dis, beaucoup de gens parlent du product market fit. Moi, Mhm. encore une fois, je suis un investisseur qui est super, super early stage. Moi, je vais être le premier investisseur, je vais être le premier chèque dans la boîte. D'accord. Donc, Mhm. le product market, moi, je suis pré-revenu, je suis même pré-product, quoi. Tu vois, je suis pré-tout, quoi. Tu vois, Mhm. Mhm. je suis une sorte d'obstétricien, quoi, tu vois, de la startup, quoi. Donc, moi, Oui. je suis pas un pédiatre, quoi. Tu vois, je fais des échographies, moi. Je regarde donc on voit pas grand chose hein, sur l'échographie. Donc, beaucoup de gens regardent le product market fit, mais encore faut-il avoir un product, encore faut-il avoir un market Ouais. pour juger Ouais. d'un product market fit. Moi, ce que je regarde, c'est le founder product fit. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est Ouais. tellement Mm. difficile de créer une startup que si t'as Oui. pas un lien émotionnel, s'il n'y a pas du pathos qui est engagé dans la relation entre l'entrepreneur et son sujet, et pas l'idée, mais son Mm. sujet, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à faire ce qu'il veut faire, ce qu'il est en train de faire maintenant, il ou elle d'ailleurs, et quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il sait que les autres ne savent pas, qu'est-ce qu'il a Mhm. découvert, comment est-ce qu'il en parle, et quel est son lien avec le sujet, parce que c'est tellement dur, il y a tellement de- d'obstacles sur la route que si t'as pas un lien émotionnel qui est un peu irrationnel, Mm. bah au premier chaos sur la route, quoi, en fait, tu vas lâcher. Quoi. Donc moi, c'est la première question que je me pose, c'est ça. Donc ça veut dire que je me pose Mm. la question essentiellement du porteur de projet. Moi, ce que j'analyse Mm. avant tout, c'est le porteur du projet, son lien avec le sujet,
Ce que je regarde, c'est est-ce que il est vendeur, parce que Ouais. moi je veux des profils de vendeurs, parce que créer une startup c'est vendre une Mhm. idée d'abord, une idée à sa Mhm. famille, à ses amis, à ses cofondateurs, parce que t'as rien à leur proposer, donc il faut savoir vendre ton idée à des investisseurs, à des partenaires, à des clients. Donc si t'es pas vendeur, si t'es pas vendre ton truc, Mhm. déjà ça c'est un critère que je regarde énormément. Donc le lien émotionnel, si tu as des capacités de vendeur. La troisième chose que je regarde, c'est la connaissance que tu as du sujet. Moi, Ouais. je suis un investisseur, je suis généraliste. Ouais, faut que tu connaisses un peu les chiffres, les bons chiffres, Oui, les je codes, quoi. connais, j'ai Ouais. une connaissance très globale. Bon, bien Mhm. évidemment, plus je fais ce métier, plus cette connaissance augmente, c'est normal. Et j'ai besoin Mhm. de gens dont j'ai le sentiment qui en savent, en tout cas, plus que moi. C'est pas toujours le cas, hein, Ouais. d'ailleurs. Hein. Donc, j'ai besoin de Mhm. regarder la profondeur de connaissance du sujet qu'ils ont. Le quatrième chose que je regarde, c'est est-ce qu'il y a un raisonnement derrière tout ce qu'ils disent. Je m'en fous Oui. que le raisonnement soit juste ou qu'il soit faux. Ça, Oui. il y a d'ailleurs 90% de chances que leur raisonnement soit faux. Mais la question, c'est pas Mhm. est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux, c'est est-ce qu'il y a un raisonnement. Si tu me dis je vais vendre 9,99 par mois, je vais te poser la Mhm. question pourquoi tu vends 9,99 par mois. Et s'il n'y a Ouais, pas de ouais, faut pas que ce raisonnement, soit juste posé. Bah ouais, oui. si tu me dis non parce que les autres vendent 9,99, bon bah là, je demande c'est red flag. Et je me dis il y a un Mhm. problème. Mhm. Et le dernier critère Mhm. que je regarde, c'est est-ce que la personne avec qui je parle est un connard ou une connasse. Hein. Ouais, ouais. Si ça fit humainement, Est-ce que quoi. ça fit Mhm. humainement, ce qui est très d'ailleurs un connard pour toi et pas forcément un connard pour moi ou l'inverse. Voilà mon framework. Tu me poses la question, tu vois, c'est un truc Ok. auquel j'ai pas mal réfléchi. Ouais, Toi, donc il y en a trois angles différents. Ouais, ouais, ouais. et Et puis bien évidemment, mhm. il y a le marché, la taille du marché. Ça c'est, mais c'est Oui, après. oui, oui. C'est après. Oui, mais Il y a un finalement là, ça rentre un peu dans la connaissance Ouais, si tu me dis, du sujet, quoi. si j'ai coché toutes les cases, mais que, en fait, le marché, c'est de vendre du fromage de chèvre sur le plateau du Larzac, je vais pas faire, quoi, tu vois. On est d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Et pour toi, quel serait le conseil qu'un entrepreneur devrait garder en tête lorsqu'il commence? Je disais, la première chose, c'est de comprendre que la vie d'entrepreneur, c'est une vie de merde, et de sortir de Ouais. l'image d'Épinal romantique qu'on avait un peu construit sur l'entrepreneur, mais qui est Ouais. bien aussi parce que ça crée des vocations, et c'est super. On n'a jamais vu autant de Mhm. personnes vouloir créer sa startup, et ça c'est bien. Mais il Mhm. faut sortir de cette image idéalisée. C'est quand même une vie de souffrance dans laquelle tu perds plein de Oui. choses. Tu perds du temps d'abord parce que voilà, tu perds de l'argent, tu perds aussi des contacts, des amis, ta famille, c'est compliqué. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à perdre en fait. Donc il faut être conscient Ouais. de ça. Et donc il faut se poser Ouais. bien cette question-là. Et puis la deuxième chose, c'est de comprendre aussi que ça va prendre du temps. Ouais. D'avoir conscience, parce qu'on lit plein de choses, on se dit ouais, il a monté sa startup 2 ans après, il a revendu à Google et il a gagné des millions. Il y a des gagnants du loto toutes les semaines, hein, mais la réalité des gens au Mhm. quotidien, c'est pas celle-là. Et ça, monter Mhm. une startup, ça prend du temps. Et puis la troisième chose, si tu es sur une startup globale à hyper croissance, hein, encore une fois, c'est de bien comprendre Mhm. comment ça fonctionne. Il y a des étapes, c'est un slalom avec des portes et que tu dois pas. Le conseil que je donne, donc tout ça en fait, la meilleure façon de répondre à tout ça, c'est finalement de parler avec d'autres entrepreneurs Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. Mhm. qui sont déjà passés par là et qui vont être capables de, de parler un peu de leur parcours et de regarder si c'est compatible avec ce que toi tu as envie de faire. Mhm. Et Parce que c'est engageant, En quoi. France, c'est dur quand pour avoir accompagné quelques startups, c'est dur de trouver des serial entrepreneurs en France, tu vois? Des Euh, mecs qu'on tu sais, qu'on parce que ouais. déjà, ils sont prisés par les principales structures en place. Mm. C'est pas qu'ils veulent pas donner du temps, au contraire, mais c'est que il y en a pas beaucoup. Non, mais Alors t'as qu'en raison. fait, T'as raison. tu vois, aux Ouais. États-Unis, c'est différent. Les mentors, les advisors, c'est tout le temps, c'est tout de suite des mecs qui ont fait 3-4 boîtes. Ici, Ouais. je te parle pas de l'accompagnement non entrepreneurial Ouais. qui représente 90% de la France, mais je te parle des 10% restants Ouais. que se partagent les accélérateurs un peu synchro. C'est chaud quand même. Oui, tu as entièrement raison. Et, maintenant, attention, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, je suis parti en 2010 parce que, encore une fois, c'était une sorte de no man's land.
et que Mmh. j'avais l'impression d'être une sorte de mouton noir, hein, tu vois, et que je pense Mmh. que depuis 2010, l'écosystème il a vachement évolué, il Oui. s'est vachement amélioré. Mais il faut pas croire qu'on soit arrivé, hein, on est encore, on est passé de l'âge de pierre, on est à l'âge de feu, quoi, du feu, quoi. Mais on Mmh. n'est pas encore à la scission nucléaire comme peuvent être des écosystèmes comme la Silicon Valley, New York ou la Chine. Donc on a encore Mmh. beaucoup de travail, mais ça s'est beaucoup amélioré. Mais tu as raison, il y a une question aussi de culture, je pense que même si elle est en Mmh. train de changer, et tant mieux aussi. Mais c'est vrai que Mmh. en France et en Europe, hein, c'est pas simplement en France, il y a un peu la notion Mmh. de quand tu sais quelque chose, tu le gardes pour toi. C'est un peu comme un secret que tu gardes précieusement Ouais, comme les et que coins à tu champignons, voilà, exactement. Comme moi, je suis du Limousin, donc tu peux faire l'analogie avec les coins à champignons, c'est exactement ça. Il y a encore un peu cette culture-là qui est en train de changer, alors que ici, dans la Silicon Valley, en tout cas, knowledge is a currency, quoi. Tu vois, Mmh. c'est une monnaie Mmh. d'échange. Ce que je sais est fait pour être partagé, en fait, Ouais. euh, Mmh. et ça va créer de la dette auprès des gens et cette dette va me permettre de toucher plus tard pay it forward quoi, en fait quoi. Ouais, Il y ouais, a ça. Et ouais. puis il y a une autre culture effectivement, et ce qui fait tout le talent d'ailleurs de la Silicon Valley, c'est que il y a le payback quoi en fait. Donc Mmh. Ouais. on t'a aidé donc tu aides, t'as reçu de Au bout d'un moment, l'argent, ouais. t'en as gagné donc tu réinvestis. Donc c'est ça qui fait le cercle vertueux. Voilà. Mais je pense qu'on se dirige vers ça. Sauf que il faut surtout pas croire qu'on y est. Il faut continuer à bosser. Et je pense qu'il y en a encore pour 5 ou 10 ans minimum. Peut-être 15. La nouvelle version de la French Tech, là, elle est pas mal. Elle a assaini quand même pas mal les choses. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je suis pas un super fan de ça, si tu veux. Moi, Ouais. le problème que j'ai, je trouve que tout ce qui est souverainisme m'inquiète toujours au plus haut Ouais. point. C'est-à-dire que, Ouais. vu de la Silicon Valley, on parle de French Tech, mais enfin, on parle pas de German Tech, de Japan Tech. Enfin bon, mettre la Ouais. couleur d'un Ouais. drapeau sur quelque chose, même si on n'a pas osé mettre bleu, blanc, rouge, on a pris un coq rose. Euh, Ouais. Ouais. mais derrière, ça veut quand même dire bleu, blanc, rouge. Moi, ça me fait très Mmh. peur parce que je pense que la tech est un phénomène qui est mondial, qui est global, Ouais. et qu'il faut surtout Mmh. pas le restreindre à une nationalité. Notre ambition, c'est de créer quelque chose de global. Et donc voilà, moi, je suis pour l'universalisme, je suis pour le métissage, et je suis Mmh. pour une thèse. C'est notre thèse, elle est basée là-dessus, sur une vision universelle, sur une vision métissée et sur une vision qui Mmh. est clairement basée sur l'immigration. Donc, Oui. bah forcément, tu vois, tout ce qui est comment dire recroquevillage sur une nationalité et sur des individus qui ont une appartenance nationale, que ce soit d'ailleurs Oui. en France ou même aux États-Unis, hein, parce que c'est le même phénomène ici aux États-Unis avec Trump ou Mmh. le Brexit, etc. J'essaye de rester éloigné de ça. Moi, j'ai une vision beaucoup plus universaliste que ça. Je m'en fous que Ouais, tu sois ouais. français, que tu sois allemand, que tu sois belge, etc. Tu vois, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, et puis je travaille pas pour le politique. Tu vois, je suis pas là pour, je travaille pas pour la France, moi. Tu vois, Mmh. et je pense que, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les entrepreneurs, c'est les gens. Tu vois, peu importe la couleur de leur passeport. Ouais, ouais, ouais. Et dernière question, qu'est-ce que tu aimerais voir se réaliser d'incroyablement science-fiction like Ouais. d'ici les prochaines années? C'est quoi l'invention que tu aimerais bien voir émerger de ton vivant? Euh, C'est une bonne question. Le... En fait, tout comme moi, je suis très excité. Je pense qu'on est face à une nouvelle révolution industrielle. Ouais. Mmh. Après l'ère de l'internet, après l'ère du cloud et puis du mobile, c'était les trois, Mmh. tu vois, et du social. C'est ça Ouais. les trois grands trucs qui sont arrivés. Je pense qu'il y a vraiment des sujets autour de l'intelligence artificielle. Euh, Ouais. ce qui m'excite, c'est de définir l'intelligence artificielle non pas comme une feature, ce qu'elle est aujourd'hui un peu, Mmh. mais plus comme une Oui, oui. plateforme. Euh, Mmh. et donc là-dessus, je pense qu'il y a des trucs vachement intéressants. Je pense que si l'intelligence artificielle devient vraiment une plateforme, alors je pense que tout va changer. Tu vois, aujourd'hui on utilise des Mmh. mobiles
Si tu regardes par exemple tous les logiciels en SaaS, la grande Mmh. majorité de ces logiciels aujourd'hui, c'est du remplissage de formulaires. Ok. Oui. C'est-à-dire que tu remplis du formulaire online, de la data, qui ensuite est Mmh. processée, qui te fabrique des dashboards. Ok. Mmh. Euh, Mmh. Si l'intelligence artificielle devient une plateforme, eh ben, on aura des sortes de robots qui vont pas ressembler à Ouais. iRobot, hein, mais ça peut être des robots dématérialisés. Mais du coup, on n'a plus à remplir des formulaires. Tu vois, il y a une sorte d'agrégation automatique. Euh, il n'y a plus la Mmh. notion peut-être de keyboard, tu vois, du clavier, puisque ça sera peut-être de la commande Ouais. vocale, voire même si je Ouais. me Ouais. projette avec du Neuralink, une connexion automatique Ouais, avec les IHM vont vraiment, vraiment, vraiment ouais, changer, quoi. avec Mmh. mon cerveau, hein, peut-être même pratiquement, j'en sais Mmh. rien, tu vois, tu me demandes une projection un peu science-fiction, quoi. Mmh. Voilà, Mmh. Mmh. et qui va pas fabriquer du dashboard, c'est-à-dire, bien sûr, je Mmh. l'aurai ce dashboard-là, c'est-à-dire de la data sur laquelle, voilà, mais qui pourra prendre des décisions à ma place, tu vois. Donc, Mmh. Mmh. moi, et donc du coup, bah, tu oublies tout le web browser, tu oublies Mmh. les applications mobiles, tu oublies tout ça, quoi, en fait. Ça va être complètement seamless, complètement embedded, je parle comme Jean-Claude Van Damme, quoi, mais complètement intégré dans nos vies. Mmh. Euh, Ouais, et, ouais, euh, ouais. et ça deviendra une nouvelle plateforme comme l'a pu l'être le mobile en son temps, comme l'a pu être le cloud ou l'internet au tout début. Mais alors du coup, sur cette question de l'IA, de la prise de décision, de la délégation de la prise de décision, Mhm, hem, j'avais parlé avec une experte en IA il y a quoi? Il y a 6-8 mois. mhm. Heu et en fait, elle m'expliquait qu'il y avait des tests notamment, tu sais, sur l'IA dans les La voitures. Vexo, ouais. Et les fameuses, tu sais, c'était à l'époque des incidents où la Tesla avait shooté, je crois, un cycliste parce que, la Tesla avait pris, la décision, entre, alors je grossis hein, un peu et c'est peut-être pas la bonne, interprétation de l'événement, mais en gros, il y a eu un cycliste qui s'est jeté sur la route et il y a eu un choix à faire entre, crasher la voiture et tuer tout le monde et tuer le cycliste. Enfin, je résume Mhm. peut-être très, très, Ouais, ouais, grossièrement. ouais. Et elle m'expliquait qu'il y a des questionnaires, qui sont envoyés à des personnes en ce moment, de mise en situation. Mhm, Mise en situation A, la bagnole, écrase, 3 grands-mères et tue une personne dans la bagnole, mais sauve les enfants, enfin, tu vois? Tu as plein de mises en situation et ce que je me dis, c'est à un moment donné, c'est avec tous ces problèmes éthiques qui remontent à la surface et avec ce genre de choses, mhm, c'est est-ce qu'il faut tout déléguer? Tu vois? Est-ce que finalement, mhm. Ouais, c'est l'intelligence une super artificielle, question. elle doit pas juste s'arrêter, au coup de frein, tu vois? Et que tu dois rien lui déléguer de plus parce qu'à partir du moment où tu lui délègues autre chose, Mhm. c'est là où ça commence à puer, tu vois? Tu vois? Tu Non, vois mais où je veux en je venir? suis entièrement d'accord et tu poses la question sur les véhicules autonomes, mais tu sais que l'intelligence Mmh, mmh, artificielle, elle est sur des sujets encore plus dramatique, j'ai envie de dire, elle est très utilisée dans les conflits mmh. pour faire la guerre. Oui, ouais, ouais, l'opérateur tactique et bien sûr, ouais, ouais. Exactement. Et t'as Jody Williams qui prix Nobel de la paix quand même, quoi, en fait, qui disait un truc qui était Mmh, vachement intéressant, qui disait que si on autorise une machine mmh. qui est dirigée Ah elle oui. par des algorithmes Mmh, à décider qui est-ce qu'elle va cibler, quoi, en fait, mmh, qui elle peut attaquer ou qui elle peut ne pas attaquer, on mmh. franchit une limite un peu éthique, c'est-à-dire que c'est Mmh. absolument immoral. Tu as entièrement Bah raison. oui, Et ton exemple du cycliste, parce que la ligne de la responsabilité, elle est super, chaude à exactement. retrouver après Bah, finalement. une machine ne peut pas être morale. Et c'est une Mmh, machine, donc la moralité, elle appartient à l'humain. mmh, Et pour en revenir à ta question, c'est marrant, tu sais, j'ai moi-même un podcast qui s'appelle Silicon Carnet, et j'ai fait un podcast sur l'intelligence ouais, artificielle il y a quelques jours. Et je parlais avec des experts d'IA ici dans la vallée, des mecs comme Luc oui, Julia, Grégory Renard, tu vois, Bertrand Schmitt, tout ça, des trucs, des mecs, des pointures. Ils sont souvent français d'ailleurs. ouais. Euh, et Luc Julien a un point de vue là-dessus. Il est patron de l'IA chez Samsung. C'est lui qui a inventé Siri hein, quand même, donc chez Apple. Donc Oui, oui. il sait de quoi il Ouais, parle. En d'accord. fait. Mais il me disait un truc qui était intéressant. Il disait le niveau 5 d'autonomie des véhicules. Donc c'est vraiment ce que tu décris, Mmh, c'est-à-dire en gros tout est complètement autonome. On n'y arrivera jamais. mmh, Mais jamais. mmh, C'est-à-dire que mmh, jamais. C'est pas possible.
En revanche, l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dès le niveau 1. Et je pense qu'on peut Mmh. arriver d'ici 5 ans à ce qu'on appelle le niveau 4. Et le niveau 4, tu sais, Mmh. 95% des accidents aujourd'hui sont dus à Mmh. des erreurs humaines, d'inattention, essentiellement. Sans Mmh. parler d'une voiture qui se conduit complètement de façon autonome, le niveau 4 Mmh. permet une, une autonomie et une intelligence du véhicule qui est déjà Mmh. spectaculaire. Donc je pense qu'il faut juste pas ce Ouais. rêve qu'on nous a fourni du niveau Mmh. 5, c'est pas le bon objectif. Je pense qu'il faut s'arrêter au niveau Mmh. 4. Et la différence entre le niveau 4 et le niveau 5, c'est la morale, c'est l'éthique. C'est la Et morale, c'est exactement ça, c'est le pas à exactement. franchir, quoi. Ouais, Exactement. ouais. Et Mmh. dès qu'il y a un problème moral ou un problème éthique, on ne peut pas le confier à une machine, quel que soit le sujet, que ce soit un Mmh. véhicule autonome ou n'importe quoi d'ailleurs. En fait. Donc, Mmh, ouais, donc voilà, allons au niveau 4, c'est déjà absolument génial. ouais, c'est déjà bien. Super, Carlos, qu'est-ce qu'il y a sur ta home screen de smartphone? Peut-être que tu as un Samsung ou peut-être que tu as un Alors, je iPhone. suis Tu sur as quoi un d'ailleurs? iPhone. Je suis sur un iPhone. D'accord, J'ai essayé Samsung, mais j'ai beaucoup ouais. de copains chez Tu as Samsung, essayé, c'est bien. mais j'y arrive pas, quoi. Je sais pas. J'y arrive pas. Donc, je suis sur iPhone. Euh, D'accord. alors, qu'est-ce que j'ai sur ma home screen? Ouais, les apps que tu utilises le Ben, j'ai plus, pas beaucoup d'apps en fait. C'est-à-dire que sur ma home ouais? screen, j'ai pas. En fait, d'abord, j'utilise que mon premier écran. Le reste après, Mmh mh. c'est pas vraiment. J'ai en tout, je vais te dire, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 écrans. Et j'en Mmh utilise mh. finalement que un. Et qu'est-ce que j'ai sur ce premier écran? Bah, j'ai Facebook, hein, que OK, donc OK, tu as pas fait en résolution 2020, je dégage Facebook, je dé non? Tu es resté sur ça? Parce qu'il y en a pas mal en écoute, ce moment, hein. ouais, ouais, bon, je trouve que c'est un peu du, comment dire, je sais que Jean de La Roche-Brochard, qui est un très bon ami à moi, on est très Mmh. copains, et il m'a annoncé qu'il était ni sur Facebook ni sur Messenger. Du coup, on se parle beaucoup moins. Bon, je trouve ça dommage. Mais non, j'utilise Facebook parce que je pense que chaque génération a son outil et que bah moi j'ai 40 et Mmh. quelques années, que mon outil, Mmh. c'est Facebook. Mes filles qui ont 13 ans et 16 ans, elles sont sur TikTok et sur Snap. Et c'est leur outil. Et je Ouais. pense que c'est bien. Tu sais, les outils, c'est un peu comme des boîtes de nuit, quoi. Tu vois. Moi, j'aimerais pas que mes Mmh. parents viennent dans la même boîte de nuit que moi, quoi, en fait. Donc, on a un club, hein, il s'appelle Facebook pour Ouais, les quarantenaires. J'invite pas c'est les gens, ça. j'invite pas les gamins de 16 ans à venir sur Facebook. D'ailleurs, ça me ferait chier qu'ils y soient, quoi, tu vois. Ouais, Bon, ouais. voilà. Donc, j'ai Facebook que j'utilise beaucoup, finalement, hein, parce que j'adore Messenger. Ouais. Je suis arrivé sur WhatsApp assez tardivement parce Mmh que mh. c'est pas très utilisé d'ailleurs aux États-Unis, hein, WhatsApp. Ah En ouais? fait, non, pas tellement, pas tellement, parce que c'est beaucoup plus Parce qu'en Messenger. France, là, enfin moi, professionnellement, ça commence à avoir une Absolument, mais pénétration c'est absolument pour ça que j'y suis incroyable. arrivé. Ouais, la Ouais. pénétration en Europe est beaucoup plus forte qu'aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que WhatsApp a été racheté par Facebook aussi cher, hein. C'est parce que le overlap, Ouais. c'est difficile quand Facebook achète une startup. Quand tu lui dis Mmh. à Facebook, ouais, j'ai X millions d'utilisateurs, il y a quand même 90% de chances que ce soit les mêmes que ceux de Facebook, on est d'accord, hein. Bah oui, Et c'est voilà. oui. Et en fait, WhatsApp, le overlap avec leurs utilisateurs était très faible, et ce qui fait que d'ailleurs ils ont acheté très cher parce que WhatsApp Mmh. était très présent dans des géographies sur des populations que Facebook n'avait pas. Il en Ouais, c'est reste très encore quelques-uns. complémentaire, quoi, Voilà. Et moi, finalement. j'y suis venu parce que les Européens utilisent beaucoup WhatsApp. Et moi, je suis d'origine Mmh. Mmh. espagnole. Alors en Espagne, c'est le truc, hein, WhatsApp. Et donc Ouais, j'y suis. ouais. Bon, j'aime bien, hein, c'est bien, c'est cool, c'est mon nouveau téléphone, quoi, en gros, quoi. J'ai Facebook, j'ai WhatsApp. C'est Mmh. pas très original, hein, ce que je vais te dire, mais après Mmh. j'ai Twitter. Mmh. Moi j'étais l'utilisateur, je suis l'utilisateur numéro 7000 sur Twitter, donc j'étais au tout début de Ah oui! Twitter, Ah oui, la ouais. vache. Mmh. Mais j'utilise pas énorme Twitter. Je regarde qu'est-ce que j'ai Spotify parce que je trouve ça absolument génial parce que moi je suis un musicien et que pour moi D'accord. ça a été un gros shoot dans la gueule la dématérialisation en fait de la musique et l'accès on avait tous peur que qu'on écoute tous la même chose et en fait non, moi je découvre plein d'artistes, j'adore les Spotify, Discovery, tout ça. Si on est à peu près de la même génération, est-ce que tu as connu Radioblog?
Ah, mais bien sûr, j'ai connu un radioblog, bien évidemment, C'est quoi, en ah, fait. c'est à chaque fois je me dis: «Je vais le placer ce truc-là», mais si Ouais, pour ceux qui connaissent ça, mais il y a comme en fait, un jour je ferai peut-être une spéciale sur les apps qui ont changé ta vie ou les parce qu'il y a vraiment ouais, 15-20 ans, il y a des choses qui changent bien qui sûr. changent la vie des gens et Mmh. moi Radioblog, ça avait changé ma manière de faire la fête, quoi. Ouais, absolument. Ouais, c'est vrai. C'était en fait un espèce de 10 heures avant l'heure et ça s'est Ouais, très mal terminé parce que c'était l'aventure d'un fils et son père, je crois ouais, et ça s'est très, très mal terminé. Mmh. ouais. Donc Je non, connais. j'ai pas mal de médias, donc Spotify pour la musique, et puis j'ai YouTube, hein, parce que j'ai plus de télé. Je regarde plus du tout la Ouais, plus de télévision. télé. OK. En fait, ma télé c'est YouTube. Donc j'ai aussi bien évidemment les Netflix, mais tu vois, je les ai pas sur mon premier écran. Je suis abonné Ouais. bien évidemment, mais très honnêtement, Netflix, je regarde pas. Je regarde, ça me fait chier les séries. Enfin, pas sur ton portable du coup, mais ouais. Mmh. Non, ouais, pas sur mon portable et pas de façon générale. Très honnêtement, Pas de façon générale. non, je regarde des documentaires essentiellement. Une appli que, bon, je suis disclaimer, je suis investisseur là-dedans, qui s'appelle Lovebox, qui est une appli de messagerie qui envoie des messages aux gens que tu aimes. Mais ce message, il arrive dans une boîte avec un cœur qui tourne. Donc c'est une sorte de Ouais. SMS on stéroïde, quoi, tu vois. Euh, donc, Ouais. donc ça j'aime bien. Comment ça s'appelle? Lovebox. Et ils font Lovebox, OK, ouais, d'accord. ils en vendent 20 000 par an, hein. Donc ça marche très très bien. Bon, j'ai Uber parce que ici à San Francisco, tout le monde se déplace en Uber. Mmh mh. Instagram, mais très honnêtement, c'est juste pour suivre mes filles. Moi, je suis pas très photo. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai? Trello. C'est un truc professionnel. D'accord. Pour moi, c'est mon Ouais. CRM Trello. En gros, OK, mon tu pas boulot, sorti de il est Trello. organisé OK. dans Trello, quoi, en fait. Donc, OK. j'ai Trello, j'ai Google Maps, bien évidemment, parce que et toi, c'est aussi quand tu disais d'applications qui ont été une sorte de shoot dans la gueule, je me demande comment on faisait avant Google Maps. Moi, j'ai vécu Ouais, sans Google c'est Maps, vrai que quoi, ça donc c'est et sans téléphone d'ailleurs aussi, quoi. Tu vois. L'autre jour, j'avais une conversation avec ma fille ouais. qui était vachement drôle. Elle se fichait de moi parce qu'on a en fait, quand ma première fille est née, elle a 16 ans aujourd'hui, Mmh. ma femme m'a appelé, mais j'ai loupé le call. En fait, j'étais aux toilettes, quoi. OK. Et en fait, mes filles me disaient, mais t'avais pas ton téléphone? Et, et, euh, et je lui expliquais, mais c'était un Nokia 3610, quoi. Tu vois, euh, tu n'allais pas aux toilettes avec ton téléphone. D'abord, il y avait rien à faire, c'était juste un clavier, donc tu ne prenais pas ton téléphone. Ça paraît fou aujourd'hui parce qu'on va au chiottes avec son téléphone. Aujourd'hui, on fait des choses. Allez! Ouais, ouais. Mais non. Et donc là, elle me regardait en disant, putain, c'est dingue, quoi. Tu vois, Ah ouais. ah ouais. En fait, non, c'était un truc qui en plus c'était énorme. Tu l'avais même pas dans ta poche, c'était trop gros, tu vois. Voilà. Donc voilà ce que j'ai sur. Ah Tu ouais. vois, c'est pas très original. Si OK. j'ai Notes que j'utilise. Ouais. Ah, Bah, l'application native? ouais. J'ai je- Ouais, ouais, ouais. OK. j'ai essayé plein de trucs et au final, je reviens toujours sur Notes. C'est dingue parce que Et mais c'est pareil. Pareil, c'est pareil, tellement pareil. simple, c'est tellement simple. Puis c'est mieux. C'est de Ouais, mieux en mieux. ouais, c'est de mieux en mieux. J'ai alors j'ai aussi mon wallet. Alors, je sais pas si ça c'est un truc en Europe. Ici, on paye beaucoup avec le téléphone tout le temps. Ouais, Euh, ici aussi. Ouais. ouais. Mmh. Donc je paye à Apple Pay tout le temps avec mon American D'accord. Express. Donc ça j'adore. Je fais ça tout le temps. Et puis j'ai podcast parce que j'écoute beaucoup de podcasts. D'ailleurs j'avais écouté le tien. Euh, et euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai. Et mais C'est pas alors, très toi, original, hein. tu es dans la vallée. Mm. Ouais, tu es pas c'est pas origi si, si, ça permet Bon, de ok. d'en déduire pas mal de choses, Tu es synchronisé, tu es asynchrone, tu sais, c'est la tendance en ce moment, que moi j'observe, des sur tous les réseaux sociaux d'éteindre toutes les notifs, de passer en mode veille, tu es ce genre de, tu es dans ce genre de Écoute, comportement où tu t'en fous, tu laisses les notifs à s'afficher, non, puis, je suis toujours en mode, tu sais, avec la petite lune là. C'est-à-dire ah que OK, mon d'accord, téléphone ne sonne jamais et, OK, euh, et j'ai très peu de notifications. J'essaie de limiter les d'accord. notifications à très peu de choses, Mmh mh. mais je suis toujours on.
C'est-à-dire Ok. que, sauf que je veux pas être esclave, c'est-à-dire que je veux pas que ce soit le téléphone qui vienne. Je suis pas en mode push, je suis en mode pull. Mhm. Mais je pull énormément, Ok. quoi. C'est-à-dire que j'ouvre mon téléphone très souvent. Dans la vallée, Mhm. Ok. Ouais. tout le monde a l'air soi-disant très détendu. On bosse tous de chez Mhm. nous. Il n'y a Mhm. pas de 9h-17h. Tu vois, on est tout. En fait, tout le monde fait plein de choses tout le temps, mais Mhm. mais en fait, tout le monde bosse tout le temps, quoi. En fait, à n'importe quel moment de la Oui. journée, y compris le week-end. Ouais. Le Mhm. week-end veut rien dire, quoi, en fait. Ouais. Donc, Ouais. Ouais. donc en gros, j'essaye de limiter le push, mais je suis quand même très pool, quoi. Tu vois, je regarde beaucoup et pour moi, il y a plus Ouais, tu d'horaire, retournes souvent dessus, quoi. il y a plus de journée, etc. Il y a plus de différence. Le dimanche, je suis plutôt off le samedi, généralement. J'essaye de me faire une journée Ouais. off the grid. Mais le dimanche, Ouais. dimanche après-midi, Ça je fais des repart, quoi. trucs, quoi. Ouais, ça repart. Je prépare ma semaine, quoi, en fait, quoi. Ouais. 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 Ok. Et est-ce Ah, j'ai qu'il une y a autre deux, app. trois apps? J'ai une autre Ouais. app peut-être Vas-y. qui est plus originale. Ouais, j'en suis un gros fan, c'est Discord. Euh, Ah, ok. Ouais. Donc, ouais. qui pour moi est un nouveau réseau social que j'ai découvert parce que je suis aussi un gamer et que je joue pas mal à Gamer, ouais. Mhm. Je joue pas mal à League of Legends et que Ok. du coup c'est les users. Moi j'ai des potes de 16 ans dans League of Legends et c'est eux qui m'ont fait. Je sais pas si vous connaissez Discord, c'est une sorte de Le Slack. Slack Ouais. grand public, mais qui a été vraiment pensé au départ pour des gamers. On peut faire beaucoup plus de choses que dans Slack. C'est beaucoup mieux que Slack, hein, d'ailleurs. Ouais. Discord, c'est un Ouais. gros carton, très utilisé sur auprès de la Gen Z, qui crée leur propre communauté, voilà. Mhm. J'ai découvert Discord et je trouve ça topissime. Voilà. Donc j'ai Discord. Ouais, ok. Voilà. Et les apps en ce moment, tendance dans la vallée, c'est quoi? Moi, je me rappelle qu'il y a 4 ans, 3 ans, Mm. c'était l'ère de la conciergerie, tu sais, Mm. tu sais, magique, où tu envoyais un SMS, tu avais David Hasselhoff qui arrivait chez toi. Je regardais ça avec beaucoup de tendresse. Mais en ce moment, c'est quoi la prochaine app que tout le monde regarde, qui va sortir, qui est déjà là? Tu le sens, ça? Ben, en fait, je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre, c'est que je pense que les apps c'est absolument ringard, en fait, quoi. Ah ouais, C'est-à-dire ah que ouais, ouais. je pense que enfin plus personne mise, n'investit, que ce Ouais, soit de je l'argent ou pense, du temps, à fabriquer des apps. Euh, non, je pense que c'est clairement passé de mode. Euh, ouais. je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de construire d'abord une audience. Ça, c'est un peu la tendance. C'est-à-dire On est, que, ouais, on est dans l'ère du community building. C'est ça que tu dis, c'est que ouais, on est dans le. c'est audience. Moi, ce qu'on dit ici, c'est audience first product, quoi. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, avant de fabriquer un produit, tu fabriques une audience, et qu'une fois que tu as l'audience, tu fabriques ton produit sur la base de ce que tu as créé avec cette audience. Donc l'audience, tu la Mm, fabriques mm, beaucoup en dehors de ton. Alors tu vas me dire, hein, tu peux fabriquer une audience avec Instagram, sur ton téléphone, etc. Bon, mais quand tu parles mm, de sujets un peu professionnels, finalement, c'est soit par du podcast, du blogging, des trucs. Donc tu reviens à ton desktop, euh, mm, mm. tu as des contenus plus enrichis. Et donc voilà. Euh, fabriquer une app, tu vois, je reçois des pitchs. Hein, encore ce matin, je regardais un truc, je vais pas la nommer, mais une app, tu vois. Et je me disais, en lisant, c'est super bien fait, hein, c'est top, etc. Mais je me disais, mais putain, it's so 2016, quoi, tu vois. Je me disais, mais c'est tellement 2016. Mm. Euh, j'ai- enfin, c'est Ouais. tellement difficile aujourd'hui de fabriquer un produit, une app, et de le lancer dans le store pour acquérir une audience. Euh, Plus personne n'y croit. Donc, en gros, tu fabriques d'abord l'audience et peut-être qu'il y aura une app demain. Quoi, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Donc, c'est plus l'App Store. L'App Store est plus devenu un outil de discovery, pas du tout, quoi. Tu vois. Donc, ça se passe, Ouais. ça se passe ailleurs. Quoi. La vérité est ailleurs. Et ouais, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance sur les outils qui, oui, justement, qui permettent de
de construire des communautés plus rapidement. Parce T'as que je Discord, vois un hein. peu les tendances là. Ouais, Discord, c'est un Discord. Et bon puis exemple, hein. là, je suis en Discord, ça te permet de faire du community building. Mm. Là, je suis en train d'utiliser pour le podcast un truc qui s'appelle Substack. Et Ouais. quand je regarde Alors, ouais. C'est assez à la mode quand je- dans la vallée. Je vois c'est pas à la mal. mode. Ouais. C'est à la mode parce que les gens. Je comprends pas trop pourquoi. En Mais fait, oui, il y a une sorte de transfert de médium mais à c'est ça. Substack en ce moment. Ouais, bah, même en France, tu vois, ça se sent un peu. Ouais. Et quand tu regardes le blog de Substack, c'est hyper intéressant parce qu'ils t'apprennent comment construire une communauté. Mm. Et finalement, j'ai l'impression que même, tu vois, faire un podcast, tu vois, les applications de live broadcasting, Mm. tout ce qui te permet de créer du momentum à distance. Ouais. euh, j'ai l'impression que c'est bon, c'est en train Bah, de, c'est tu en vois, train typiquement, de bah, là, monter. justement, pour citer une boîte française avec qui je Mm. discute, que je trouve intéressante. Mm. Je crois qu'ils y sont pas encore, mais il y a encore un peu de boulot, mais ils touchent du doigt quelque chose d'intéressant là sur ce sujet-là dont tu parles, c'est Storm, qui permet de Ouais, live podcaster. Il y a peut-être un truc, ça me fait sur repenser. Insta. Ouais. Ouais, ça me fait sur Tiens, Insta, sur ouais. Snap, pardon. Sur Snap, ils ont complètement. Bah, ils sont nombreux, hein, ça depuis Yellow, quand en France tout le monde croit que c'est le go-to-market, c'est Snap. Faut faire attention à ça, mais ouais, ça c'est Mm. intéressant parce que ça me fait penser aux radios libres, tu vois, ou Oui, c'est à ça. l'époque. Mhm. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dessus. Je regarde un autre truc, alors c'est complètement sous le radar en ce moment, que je trouve assez intéressant. C'est un projet, c'est encore en bêta, c'est sur TestFlight, c'est même Ok. pas une app encore, qui s'appelle Cappuccino. Euh, Hein. et en fait, l'idée, c'est que tous les matins, tu poses une question. Enfin, tu poses une Mhm. question à ton réseau, quoi. Imagine qu'on soit dans ton réseau. Et en fait, Ouais. chacun répond en quelques secondes à cette question-là. Donc, imagine. Et le matin, tu reçois, donc répond au format vocal. Hein. Et en fait, avec toutes ces Ouais. réponses, il va fabriquer une sorte de podcast. C'est-à-dire que tu as Mais c'est une question génial. que tu as lancée, tout le monde a répondu en 10 secondes, et le matin, tu écoutes ça, tu écoutes tes potes, quoi, en fait. Tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission d'hier? Et puis, boum, et ça le monte, tu vois, de façon assez intelligente, ça Bah le ouais, dit. ouais. Et t'écoutes ça comme un peu ton émission. Moi, j'ai trouvé ça génial, machin, donc c'est, voilà. Je suis en train de C'est du regarder con. ça. Donc, à Ok, regarder, je super. regarde ça. Je regarde ça. Ok. Enfin, c'est très, 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 très early, mais moi, c'est ce que j'adore. Moi, j'adore les projets quand ils. Ah bah oui, c'est ce que tu disais, hein, t'es Ouais, obstétricien, donc ouais, moi, je suis obstétricien, c'est ça. sur les livres, est-ce que t'en lis en ce moment? Est-ce qu'il y en a deux, trois là qui t'ont un peu ouvert les chakras? Si c'est pas des livres, ça peut être des blogs, des lectures, quoi. Bah, je lis beaucoup. Moi, je suis un littéraire à la base, hein, donc. Mais Alors, oui, ah oui, c'est ce que tu disais. Ouais. je lis beaucoup de choses, mais alors pas trop de trucs business. Enfin, j'ai eu une époque où je lisais énormément de trucs business, tu vois, des bouquins Zero to One, tu vois, de Peter Thiel, machin, des trucs comme Ouais, ça, ouais, ouais, Blitzscaling, machin, tu vois, des trucs. Je les ai ouais. lus, hein, mais euh, en fait, ça me fait chier parce que généralement, c'est naze, c'est naze. En fait, c'est, T'as tout dans la table des mais non, matières, mais quoi. T'as tout dans le ouais, cerveau. en fait, écoute, le succès d'une startup tient finalement à pas grand-chose et essentiellement à deux choses. Euh, Mmh. au timing. Timing is everything. Mmh. On en a parlé au tout début de ce podcast. Et puis le deuxième Mmh. critère, c'est la chance. Donc tous les Ouais. gens qui t'expliquent comment est-ce qu'il faut faire avec un livre de recettes, tu vois, c'est pour moi ces livres de Mmh. business sont comme des livres de cuisine. C'est sympa hein, à lire, à Mmh. regarder, etc. Mais Ouais. c'est pas parce que Bocuse te donne la recette de sa blanquette de veau Ouais. que tu arriveras à faire une blanquette de veau aussi bonne, quoi. Tu vois, donc finalement, ça sert pas à grand chose. En fait, il faut Ouais. regarder ça comme tu lis voilà, quoi. Tu vois, comme tu lis voici, quoi. Il faut regarder ça. Ouais, ouais. Bon, donc j'évite maintenant d'en lire. Et en fait, ça, je le lis plus online. Je lis beaucoup de blogs. Ouais. Ouais, Donc, OK. je lis. Là, tu vois, avant notre interview, j'étais en train de lire. Bah, en fait, ce qui est top, c'est que
dans ton métier, tout le monde produit du contenu maintenant, et donc toi, je Oui. suis en train de lire un blog post de Brian Kimmel, qui est une investisseur, une femme qui a monté son fonds. Donc elle est un peu comme moi, toi, elle est juste un poil un peu en avance, un peu plus avancée que moi. Et à raconter comment est-ce qu'elle Mhm. avait levé son fonds, etc. Donc ça, j'adore. Je lis beaucoup de choses comme ça. Je lis beaucoup de choses sur dans mon domaine, qui est le domaine de Ouais. l'investissement. Et tu vois, j'ai un bookmark qui s'appelle Investment Lessons, où tu vois, où tout ce que quand je lis quelque chose où je me dis tiens, ça c'est vraiment un enseignement, Mhm. je le bookmark, Mhm. et j'essaie de me Mhm. faire des collections. Donc je lis beaucoup ça. Après, je lis là ce que j'ai lu cette année que j'ai trouvé topissime, c'est moi je m'intéresse, ça fait 10 ans que je suis dans la vallée, mais je m'intéresse beaucoup en ce moment à la contre-culture de la Silicon Valley. Et j'ai lu un livre Mhm. exceptionnel qui s'appelle De la contre-culture à la cyberculture, from Mhm. counterculture to cyberculture. Je suis pas sûr que le bouquin ait été traduit, je sais pas, peut-être. Mhm. Et qui était fascinant sur en fait comment est-ce que la culture de la Silicon Valley est finalement on croit que c'est les entrepreneurs et les investisseurs, pas du tout en fait, ça vient du mouvement des hippies qui ont fondé Des technocrates, tout ça, ouais, en fait, c'est les tous les, hippies ouais, qui les ont hippies. fondé. Ouais, si tu veux, si tu réfléchis par exemple aux incubateurs, aux coworking space, c'est finalement des communautés qui se réunissent pour partager des ressources ensemble. Mhm. Et ça vient de la culture hippie, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et puis la libération, c'est-à-dire face au système qui Mhm. est oppressant, parce que je rappelle que c'est le mouvement hippie, Mhm. c'est un mouvement qui est né suite à la Seconde Guerre mondiale, où l'informatique était quelque chose qui était vraiment des mainframes, qui était entre les mains, on était en pleine guerre froide, entre les mains, Mhm. l'accès en fait à cette technologie était essentiellement entre les mains des gouvernements, des Eh grandes oui. puissances, et l'individu, il allait se faire bouffer, quoi, tu vois, en fait, par ce système-là. Et c'est la Silicon Mhm. Valley, par qui a libéralisé l'accès à la technologie avec la micro-informatique pour redonner le Ouais. pouvoir à l'individu, pour que l'individu s'affranchisse et fasse des choses avec. Et ça, c'est fascinant quand tu relis cette histoire-là. Et on se dit finalement, Ah parce que oui, nous, on pense qu'on est c'est vachement sûr. loin de tout ça, mais en fait, il y a Mhm. à nouveau des mainframes qui arrivent, des systèmes oppressants. Ouais. Facebook en est peut-être un, tu Ouais. vois. Et je pense qu'on Ouais. va revivre un phénomène de contre-culture qui va nous à la fois nous relibéraliser en fait de ces systèmes oppressants. Ça, bon, voilà, ça c'est un truc qui m'a passionné et que je continue à explorer. Je trouve très intéressant. Euh, Mhm. et puis après, je lis de la littérature parce que moi, je suis un littéraire. Donc, quand je prends un Fiction, tout bouquin, ça, ouais. ouais, quand je prends un bouquin, j'aime bien lire de la littérature. Ça n'a rien à voir avec mon business. C'est un peu une sorte d'évasion. Je relis des Mhm. vieux trucs, tu vois. J'ai relu L'étranger de Camus il y a pas longtemps. J'ai relu du Kessel, j'ai relu du Kafka, j'ai relu du Borges que j'adore. En fait, bon, mais c'est vraiment de la littérature. Mais Ah, mais bon, ça fait plaisir de parler à un entrepreneur littéraire. bah, on n'est pas C'est, nombreux. Hein. non, non, non. Alors, je suis pas entrepreneur, mais je suis littéraire, donc je vois très, très bien Mm. la nostalgie que tu peux avoir sur Bah certains ouais, ouvrages, ouais. Tu certaines vois, mes passions. filles, elles sont, Difficile à partager souvent. Difficile de dire ouais. ah, tiens, ce week-end, j'ai lu Flaubert. Bon, oui, Non, mais ok. c'est vrai que tu vois, bah, moi j'ai la chance aussi d'avoir des filles qui sont au lycée, donc qui découvrent en fait ça. Et il y a pas longtemps, Mm. ma fille a bossé Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui est un truc que j'avais pas relu depuis machin, et du coup, bah, je me suis replongé dedans, je l'ai relu, et je trouvais ça Ouais. génial, quoi. Tu vois, Ouais. je me suis dit, mais quel bonheur. Il faut relire ces trucs-là. Ça me délecte, quoi, complètement, quoi, en fait. Mm, Donc voilà. J'aime bien ça. Mais mm. bon, je suis pas un scientifique, je suis Des vieux pas un films business aussi, guy. des vieux films un peu, dans le ciné, Alors, t'es un peu comme ça aussi? ouais, j'adore cette année un film qui m'a complètement scotché. On en parle souvent avec ma femme et on a adoré tous les deux. C'est Parasite, quoi, que j'ai trouvé. Ça a été un, un truc incroyable. Ils ont un succès fou avec ce film et c'est vraiment mérité. C'est un film coréen, Lequel? Parasite, qui Parasite. ouais, qui a eu la Palme d'Or hein, du Festival de Cannes. Ouais, Et il faut vraiment le regarder. C'est un truc, c'est un d'accord. ovni. C'est super bien fait. Nous, on l'a vu en coréen, sous-titré. Hein. D'accord. On parle pas coréen.
ça a été vraiment un coup dans la figure, un truc absolument génial. Après, moi, j'ai mes marottes. Hein. Moi, je suis aussi hispanophone, donc hispanophile. Donc, j'adore Almodovar. J'ai regardé le dernier film d'Almodovar que j'ai trouvé génial, mais je suis complètement biaisé. Moi, j'adore cet univers, j'adore cette culture. Donc voilà. Euh, ouais. Et puis je regarde j'aime bien effectivement les vieux films aussi, mais aussi les nouveaux. Hein. Mais il y a beaucoup de choses, mais il y a pas. Enfin, c'est rare que tu vois. Je te dirais cette année, à part Parasite et le dernier d'Almodovar, le reste, j'ai vu plein de choses, mais je me rappelle pas. Tu disais de Netflix, Netflix, tu matais, mais pas tant que ça, c'est ça? Un peu quand J'ai même, quelques horreur des séries? séries. J'ai horreur des séries. Ah ouais? Ouais, j'ai horreur de ça D'accord. parce que je trouve que c'est un format qui est finalement ultra commercial et pas du tout artistique. C'est-à-dire qu'on a inventé ce Oui. format pour créer pour créer de l'attention plus longue. Mais pas il y a rien d'artistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une démarche artistique. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé ça pour faire de l'art, en fait. On a juste créé ça pour capter l'attention. Et moi, je suis très mauvais. J'arrive pas à me fidéliser à un truc. Moi, par exemple, j'ai jamais regardé un truc j'ai jamais vu Game of Thrones. Je veux pas le voir. J'ai même pas vu Breaking Bad. Tu vois, j'ai pas regardé, quoi. Tu vois, c'est trop T'as long. même pas regardé Silicon Valley? C'est pas Ah, si, j'ai possible, ça. regardé. Si, pardon. Ouais. Mais c'est sur HBO. Et ça, j'ai regardé. J'ai tout regardé. Mais parce que, pour moi, c'est T'étais presque du fidèle? documentaire satirique. Ouais, Ah là là. c'est très proche. C'est ça qui le rend. Ah ouais. C'est à la fois très proche et très éloigné. Euh, c'est très caricatural, mais c'est tellement, il y a des choses qui sont tellement vraies, quoi. Ok. Eh ben écoute Carlos, moi, ça a été méga complet. Plus d'une heure de ZOD là. Mon J'espère Dieu. que non mais de toute façon je fais d'incroyables show notes, donc on va pouvoir retrouver tout ça en lecture de manière Ok. très claire. Merci infiniment. Ben non, c'est moi qui te remercie Vraiment. de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance, en fait, et j'espère que ce qu'on se sera raconté, qui était vraiment une conversation, intéressera les gens, quoi, en fait. Ouais, j'en suis sûr. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vous dis à tous au prochain épisode de Stackcast. Si vous voulez le recevoir par email, allez sur stackcast.com, inscrivez-vous à la newsletter. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Je Ben, il faut recommande mettre 5 très, étoiles. très chaleureusement. Il faut absolument, Ouais, et c'est un conseil que je donne, ne mettez rien d'autre ouais. que 5 étoiles. Si vous voulez pas mettre 5 étoiles, mettez rien. Ne notez pas. Les podcasts, il faut 5 étoiles. Sinon, ne notez pas. Donc, mettez 5 étoiles à Stackcast ou alors allez écouter autre chose. Eh ben, allez écouter Silicon Carnet Oui, et voilà, par je exemple. tiens à en parler parce que c'est super cool. Donc, c'est ton podcast que tu fais Ouais, avec ta team là-bas et puis c'est ouais. backé par French Web, c'est ça un peu? Ouais, c'est avec mon pote Euh, Richard Menveux de French Web qui m'a fait confiance et qui diffuse ça sur French Web et on a beaucoup d'audience, c'est super et c'est vraiment une conversation. On fait ça, c'est un podcast à quatre. Donc moi je suis un peu c'est génial. Un voilà. Donc format très on est quatre. En fait, j'ai plein de conversations dans la vallée avec des gens super géniaux et des Français qui Mhm, parlent français. Et ces conversations, on les mhm. a sous forme de dîner ou de café. Et je me suis dit pourquoi je les enregistre Oui, pas, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ça, c'est ça. voilà, je Ouais, les ouais, ouais. enregistre, Non, non, mais ça se ressent en plus, ça se ressent dans les épisodes. Ok, eh ben écoute, encore merci et puis je vous dis à bientôt. Bye bye, Salut. ciao.